On va commencer par cette notion de carte hybride, parce qu'on me demande souvent, une carte hybride, ça ressemble à quoi? Il faut remonter en fait déjà sans doute aux premiers hommes qui vivaient dans des grottes et qui devaient se repérer dans un environnement assez hostile et qui voyaient autour d'eux des signes, des buissons, des fleurs, qu'un arbre qui leur permettait de se repérer et de chasser, puis de revenir à la grotte. Ils se repéraient ainsi. Puis au fil des siècles, naturellement, cette notion de carte s'est développée. Elle s'est développée parce que les puissants, en particulier les rois, les guerriers, ont commencé à comprendre qu'autour d'eux, il y avait des tas de richesses, il y avait des tas de choses, de terrains, de territoires à explorer, et on commençait à demander à des cartographes de leur dessiner des cartes. Et les cartes sont devenues un instrument, un outil de pouvoir, un outil de commerce, un outil d'affirmation de soi. Comme les chats qui définissent leur territoire, qui disent « tu viens pas chez moi, mais je te permets d'aller naturellement chez les autres ». Cette carte, sans doute, a été très inexacte, et on le voit d'ailleurs sur notre site Territoire Expressif. On voit des tas de cartes qui ont été faites au fil des années dans le monde entier et qui sont d'une imprécision remarquable. Mais c'est magnifique, c'est aussi magnifique. C'est d'une poésie incroyable. On voit des continents totalement déformés, des pays qui ne ressemblent à rien, mais qui sont effectivement les premiers signes de l'intérêt que les hommes portent à leur environnement proche et lointain. Donc les cartes ont commencé à être exactes à l'époque napoléonienne. Pour des tas de raisons, enfin pour des raisons techniques d'abord, et puis pour des raisons financières, parce que Napoléon a commencé à vouloir taxer un peu les uns et les autres, et les cartes étaient bien commodes pour définir quel était le territoire et ce qui était taxable. Et puis progressivement, donc, on a eu les cartes Michelin, on a eu tout un tas de choses, les cartes de l'hygiène, et on est arrivé récemment, en tout cas pour le grand public, à des cartes appelées 2.0. Alors les cartes 2.0, elles ressemblent, ce sont des cartes finalement qui sont affichables sur écran, sur lesquelles on découvre un pays, un continent, un territoire ou un quartier ou une ville, et qui proposent des petits points d'intérêt qui sont cliquables et amènent à des contenus. C'est-à-dire que je suis dans telle ville, dans telle rue, je cherche éventuellement une boulangerie ou un palais de justice, je clique dessus et j'ai des infos sur le prix du pain ou le nombre de condamnations faites dans l'année. Et puis, encore, dans une autre évolution, ces cartes 2.0, finalement, ont été avides d'en dire davantage. Comme elles étaient déjà un peu parlantes, un peu expressives, qu'elles amenaient à des informations, eh bien, on a voulu mettre davantage d'informations, par information, j'entends des films, des témoignages, des documents de toutes sortes. Et finalement, cette carte qui était au départ très simple mais très compliquée à faire sur papier est devenue une carte très facile à faire avec les techniques actuelles, mais qui, au-delà de la carte, de la représentation, au-delà de ce qu'on appelle le contenant, la carte elle-même amène à des contenus qui, eux, sont d'une richesse incommensurable. Donc on peut à partir du témoignage, à partir de la vision, à partir de l'écoute des paysages et des gens, se représenter un territoire. Nous avons aujourd'hui un vrai problème de représentation. On sait, le monde est immense, nous sommes minuscules, et on aimerait bien effectivement pouvoir se repérer plus facilement par rapport à ce qui nous entoure. Et on a beaucoup de mal parce que encore une fois, il y a une notion d'échelle. On n'arrive pas à se représenter les choses dans le présent, encore moins dans l'avenir. Eh bien, ces cartes 2.0 permettent tout cela. Permettent à une collectivité de montrer ses projets, une entreprise de montrer ses activités, à un savant de faire un état sur ses recherches, à une entreprise de montrer ses activités, à à une école de montrer son enseignement, c'est totalement ouvert sur le monde. Le carte est en prise avec un monde qui est complexe et essaye de le rendre lisible. Carte est lisible comme avant, mais sous un mode totalement différent. Une carte est lisible
à travers ce qu'elle suggère et non pas à travers cette notion stricte de territoire, territoire administratif, territoire nationaux, qui a dans un monde mondialisé parfois peu d'importance. En fait, comment mettre des frontières à ce qu'on appelle le business, comment mettre des frontières à ce qu'on appelle la culture, comment rendre ce monde crédible, accessible, et avec cette capacité aussi, non seulement à comprendre comment il fonctionne, mais à pouvoir, peut-être pas encore agir dessus, mais en tout cas s'exprimer, donner son avis. Donc c'est ça l'interaction entre la carte et l'individu. Une carte est une occasion d'entendre, d'écouter, de voir, et puis aussi une occasion de recommander à d'autres cette vision, de donner son avis, et finalement peut-être d'avoir un supplément, une dimension supplémentaire à son rôle de citoyen. Être citoyen, ce n'est pas simplement le moment de voter, mais c'est le moment de réagir par rapport à l'actualité. Alors on a naturellement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très décriés parce que ça part d'un peu dans tous les sens. Là, il s'agit peut-être de recentrer l'intérêt sur une portion du monde. C'est comme un photographe. Un photographe est très troublé lorsqu'il pointe son objectif sur le monde, parce que le monde est immense et que son objectif, forcément, lui offre une fenêtre très limitée. Donc il fait un choix de cadrage. Eh bien, là c'est pareil. Une carte hybride est un choix de cadrage, autrement dit, une carte, un thème. Les thèmes sont innombrables. Hein. Tomates bio, lutte sociale, recherche, efficacité énergétique, je ne sais, club d'entrepreneurs, biodiversité, enfin, tous les thèmes sont admissibles, toutes les tailles de territoire sont admissibles. C'est le couple formé par le territoire et le thème qui fait que l'on va arriver à un œil particulier avec peut-être un paradigme particulier. Je m'explique. Alors, comment pourrait-on avoir un paradigme par rapport au monde qui nous entoure? Finalement, le paradigme que nous proposons, c'est un paradigme de bienveillance. Ce n'est pas un regard neutre. C'est un regard positif, c'est un regard généreux, c'est un regard attentif aux autres, c'est un regard qui n'est surtout pas institutionnel, c'est un regard qui privilégie la parole du terrain plutôt que celle du puissant. Il faut des puissants, mais il ne faut pas que des puissants. Il ne faut pas simplement exprimer des vertus, des valeurs, des promesses, mais il faut sans doute, et la carte hybride est là pour ça, permettre à des gens d'imaginer que les territoires sont des territoires de confiance, des territoires de solutions, des territoires à l'échelle, encore une fois, de nos ambitions propres, de l'ambition de chacun d'entre nous, en termes d'écologie, de compétitivité économique, de justice, de plaisir de voir des monuments fantastiques, une ambition de culture, enfin voilà, une appropriation. On s'approprie un territoire. C'est l'un d'ailleurs, l'appropriation est l'un des éléments fondamentaux de l'approche du géographe, même un géographe traditionnel. C'est la possibilité de montrer à autrui que le territoire, même dans sa forme simple, papier, est un territoire qui est perceptible, qui est compréhensible et dans lequel finalement on se reconnaît. La reconnaissance qu'on peut en espérer ensuite, c'est la reconnaissance de ses potentiels, de ses atouts, de tout ce qu'on pourrait en faire si on arrivait à se parler, si on était intelligents ensemble. Donc, en cela, le territoire, sous une forme de carte hybride, devient, je dirais, un espace de concertation où on propose des réalités de manière réaliste et on ouvre à l'imaginaire en proposant également des projets qui ne sont donc pas par définition, mais qui pourraient être, et de les proposer à l'intérêt général, l'intérêt collectif, et de demander à chacun son avis sur tel pont, tel embranchement, tel réseau ferroviaire, telle activité. On en parle beaucoup en ce moment, par exemple au niveau des activités, de
de réintroduire l'industrie en France. Alors, l'industrie a été, c'est sans doute sur un plan historique, ça laissera des traces, c'est assez épouvantable. D'aucuns ont décrété que la France pouvait devenir un pays sans industrie. Et donc exporter ces industries le plus loin possible, puisqu'une industrie, à cette époque-là, était considérée comme un peu vieillissante, voire sale, voire impossible à avoir chez soi quand même. On est en France, on n'est pas dans un monde industriel. C'est plein de graisse, c'est du labeur, c'est de la sueur, c'est quelque part insupportable. Donc on a préféré effectivement, pas mal de politiques ont préféré développer en France à une époque les services, plutôt que de privilégier l'activité industrielle. Résultat, on est aujourd'hui, on l'a vu avec la crise du Covid, en déficit de plein de choses, et on est en train de repenser complètement la stratégie qui est menée depuis 20 ans ou 25, voire 30 ans en France, de mettre de côté l'industrie et on pense à la réintroduire dans nos territoires. Et nos territoires en ont besoin. En fait, d'aucuns prétendent, pas mal d'économistes, mais des politiques, enfin pas mal de gens, ou même, je dirais, le fameux homme de la rue, prétendent que quand l'industrie marche, le reste marche. Alors, on nous l'a fait pour le bâtiment aussi, hein, donc je ne suis pas dupe, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que derrière un industriel, il y a tellement de sous-traitants, il y a tellement de... Il y a de tels potentiels économiques qu'on est enclin à penser qu'une industrie, aussi modeste soit-elle, mais à l'échelle peut-être d'un village, va apporter une vie, va permettre à une école de s'ouvrir, va permettre à des commerces de prospérer. Et à contrario, on voit que la disparition d'une industrie condamne des petites villes à mourir. Donc aujourd'hui, on doit s'imaginer effectivement ce que peut être le territoire, un territoire vu, rénové, reconstruit, même théoriquement avec des potentiels fonciers que l'on découvre sur la carte, des potentiels fonciers naturels ou exploitables, parce qu'il ne faut pas utiliser la terre naturelle pour construire n'importe quoi, il faut utiliser des surfaces qui sont exploitables sans dommage pour la nature, et puis imaginer ce qu'on pourrait poser comme bâtiment dessus, par la 3D ou par d'autres moyens, et puis ensuite interroger des gens qui ont quitté le pays, des gens qui reviennent justement dans le pays parce qu'il y a une industrie, faire parler les gens, enfin, retrouver à travers les cartes, les nouvelles cartes, les cartes 2.0 qu'on appellera peut-être bientôt les cartes 3.0, tu sais quoi, et qu'importe, mais retrouver une humanité qui, jusqu'à présent, nous faisait défaut. Parce qu'une carte était un objet froid et inanimé, et que, aujourd'hui, les cartes hybrides sont une occasion de reprendre vie. Alors je parle souvent de cartes hybrides, et bon, je comprends que le terme n'éveille pas tout de suite de réaction chez mes interlocuteurs, parce que c'est un terme qu'on a inventé, hein, qu'on a créé de toutes pièces. Pourquoi hybride? Parce que il y a tellement de raisons pour que ce soit hybride que j'ai du mal à en parler réellement, mais une carte hybride est une carte qui, d'abord, a une fonction de carte, donc présente, affiche un territoire sur un écran, mais également a une fonction de moteur de recherche à partir d'un thésaurus spécialement adapté à la carte, selon donc le thème, avec des filtres qui permettent de segmenter tous les thèmes, et donc une recherche extrêmement rapide de l'information. L'information, c'est quoi finalement? L'information, si on la résume, je ne vais pas la résumer par la réponse, parce que les réponses sont innombrables, mais l'information pourrait être simplement la question de tout honnête journaliste, qui serait de dire, mais alors bon, où, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, enfin voilà, ces questions de base, avec qui, avec quoi, toutes ces questions qui demandent une réponse, qui parfois est très difficile à trouver dans un site normal et qui est noyé sous tout un tas de considérations sociales, économiques, politiques, etc., et institutionnelles, alors que là, en 2 clics ou 3 clics, si vous voulez savoir quel est le sentiment des habitants de telle ville
de telle région par rapport à tel ou tel projet qui lui-même est visible immédiatement, et quand je dis visible, c'est expliqué, montré avec des perspectives, avec des gens qui vont y travailler, avec des machines qui pourraient l'équiper, avec des produits qui pourraient en sortir. Voilà, là on est dans le concret, on est sur le terrain, on est dans le terrain. On est totalement dans un domaine réaliste, fertile, qui va fertiliser donc l'attention des gens, l'intelligence des gens et l'envie de réagir et de partager. Alors, cette carte hybride l'est aussi parce qu'elle utilise des tas de techniques différentes selon que l'on s'occupe encore une fois, du contenant qui est la carte, alors qui est du domaine des développeurs habiles à cela, et qui permet effectivement aujourd'hui d'aller très très vite vers la bonne info. Mais c'est donc plus encore que la carte, plus encore que ce contenant, il s'agit de contenu. Les contenus, c'est quoi? C'est donc cette capacité, ces éléments innombrables que l'on est en capacité de mettre facilement. Quand je dis on, ce on mystérieux, c'est vous et moi, même moi j'y arrive. Intégrer, importer ces éléments, des films, des photos, des textes, des liens internet, des bilans, des machins, tout un tas de choses très disparates et un peu hétérogènes, de les placer, de les ranger bien sagement, juste à l'endroit où vous cliquez sur le point de la ville, où vous cliquez sur le point de l'usine, ou du thème, ou de je ne sais trop quelle problématique locale, et où vous trouvez en un geste tout ce qui vous permet de vous faire une opinion. Alors naturellement, il n'y a pas de miracle, il y a des choses qui sont très complexes et qui ne peuvent pas forcément être expliquées immédiatement et qui de toute façon s'inscrivent dans le temps, donc au fil du temps l'information vient, mais c'est aussi là l'intérêt, c'est de montrer peut-être ce même site avant, pendant, après, et de promettre que au fil après la construction de l'usine, lorsque les process seront en cours, il y aura une vision du process, une vision des machines, une vision avec un intérêt particulier pour le fabricant qui a innové, qui a permis d'acheter telle ou telle machine tout à fait extraordinaire, et de montrer les produits, de montrer les gestes, de retrouver à travers les gestes la fierté du travail bien fait, à travers le métier lui-même, de retrouver les bienfaits d'une bonne formation, de retrouver des ambiances industrielles on s'y était intéressé à une époque, mais elles étaient, on s'en souvient de ces photos terribles d'immenses halls, d'immenses machines, d'immenses machins également, avec une vision parfois très dure parce que presque, je dirais, insupportable, tellement les conditions de travail étaient parfois épouvantables. Aujourd'hui, l'industrie, je prends l'industrie, mais je pourrais prendre d'autres thèmes, n'est plus ce qu'elle était. Alors, je ne dis pas que le monde est parfait, je dis simplement qu'on est là pour montrer ce qui va bien, et au passage quand même se poser la question de savoir comment ça pourrait aller encore mieux. Mais c'est un monde en progrès, donc le progrès, tout le monde l'accepte. Mais c'est pas un discours, on est anti-corporate, voilà, c'est le mot que je cherchais, anti-corporate. Alors, les agences de com et autres acteurs du monde de la communication vont hurler en disant « mais attendez, le corporate, c'est les fondements, c'est la divinité que l'on adore tous les jours et depuis 20 ans ou 30 ans ». Eh bien, je pense, pour ma part, que le corporate a tué la relation entre l'entreprise et ses collaborateurs, et Trice. Elle l'a tué parce qu'on a voulu remplacer la relation qu'il y avait entre les animateurs d'une entreprise, les dirigeants et leurs clients et leurs collaborateurs, par une espèce de modèle, un grand machin tout froid, qui dit voilà comment il faut être, comment il faut faire. Or, moi qui m'intéresse à la biodiversité, je pense que l'humain fait partie de cette biodiversité. Donc on ne saurait
ramener une entreprise, aussi belle soit-elle, aussi intelligente soit-elle, à des promesses et à des valeurs. Alors d'autant que l'actualité nous montre que ces promesses en général ne sont pas tenues et que les entreprises qui se déclarent particulièrement vertueuses, parfois ne le sont certainement pas. Que de grandes catastrophes naturelles ont été causées par des entreprises irréprochables. Donc ne soyons pas dupes, enfin, essayons de retrouver encore une fois ce discours de vérité, le seul qui soit crédible. Quel est le maître mot d'une relation alors? Voilà une première relation entre moi et vous, ou entre vous et moi, pardon, de l'inversion, mais j'essaye d'établir, et j'espère y arriver, ou amorcer en tout cas une relation de confiance. Finalement, ce que je dis, parfois est un peu sec, un petit peu aigre, un peu maladroit peut-être aussi, me direz-vous, mais c'est vrai. Voilà, c'est ce que je pense. Donc après, acceptable, pas acceptable, à vous de voir. Il en est de même finalement dans la relation que l'on a avec ses clients, ses partenaires, ses amis, sa famille. S'il n'y a pas la confiance, on n'arrive à rien. Donc aujourd'hui, beaucoup de politiques, beaucoup de stratèges nous parlent de territoire de confiance. C'est encore une autre dimension intéressante pour les territoires que nous défendons. Mais la confiance, ça veut dire qu'on se parle, qu'on échange, qu'on se montre tel que l'on est, et non pas que l'on annonce simplement des choses qui sont intéressantes, certes, mais tellement impalpables, presque invraisemblables. Donc nous devons effectivement arriver à un équilibre. Encore une fois, je ne veux pas tout dire, je ne peux pas tout dire, de toute façon je ne saurais pas tout dire, mais un équilibre entre un territoire et sa représentation, j'allais dire honnête, acceptable, où l'effort de représentation que l'on fait soit perceptible et que l'on ait peut-être simplement l'envie d'aller plus loin, de mettre au pot finalement. Voilà, nous sommes tous invités sur ces cartes hybrides à mettre au pot, de mettre de notre graine, notre émotion, nos réactions, notre grain de sel, éventuellement, pour certains, de proposer de mettre un document, une vidéo, un machin, enfin quelque chose qui vienne éclairer le débat, si tant est que débat il y ait, de conforter l'information, de conforter cette image de territoire à découvrir, à explorer. Ces cartes hybrides nous mènent finalement, on le voit, à un rôle d'explorateur. Explorateur, ça me fait penser à quelque chose qui naturellement me tient à cœur également, c'est, bon, puisque nous sommes explorateurs, comment allons-nous nous y prendre? Comment être explorateur dans ces territoires 2.0? Il y a très longtemps, un explorateur qui n'était pas réputé pour l'être, mais qui dans la réalité l'était, qui s'appelait Socrate, avait une position assez intransigeante vis-à-vis du monde. D'ailleurs, il en est mort. Mais il ne prenait pas pour argent comptant tout ce qu'on lui disait. Il mettait ses interlocuteurs en doute. Il leur instillait même le doute. Mais es-tu certain de ce que tu dis? Mais si tu dis ça, est-ce que naturellement, tu vas me dire ça, mais est-ce que c'est pas en contradiction? Est-ce que tu m'as dit auparavant? Bref, c'était un emmerdeur. J'aime bien ce type d'emmerdeur. Ce type qui déstabilise les gens qui savent, les rois du monde, les sachants, parfois un peu prétentieux, qui disent « voici la vérité et le reste n'est que foutaise ». Socrate donc avait pour mère une sage-femme. Alors les sages-femmes, aujourd'hui encore, c'était pas simplement à l'époque, pratiquaient pratiquaient donc des accouchements. Et cette pratique des accouchements s'appelait la maïeutique. Et Socrate avait pour habitude de dire ma mère accouche des corps et moi j'accouche des âmes. C'est une expression qui m'a toujours touché, ému,
et finalement qui me fait penser qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui habitent sur un territoire, quand j'y habite, ils vivent, enfin, et même, si j'ose dire, le dirigent, des maires, des députés, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, des directeurs d'école, enfin tout un tas de gens qui sont là, qui ont cette autorité finalement sur un territoire, mais ne le connaissent pas forcément aussi intimement que nécessaire. Ils en ont une perception qui est très personnelle, mais un territoire, ceci d'intéressant, qu'il mérite toujours d'être redécouvert au fil des saisons, au fil des éclairages, au fil des heures, au fil des époques, dans le passé, au présent et dans l'avenir. Et l'avenir, on le sait bien, se nourrit du passé. Et donc, la terminologie de Socrate quant à la maïeutique me fait penser à ce que des chercheurs de la Sorbonne ont appelé la maïeutique des territoires. Dire, on va explorer le territoire en posant des questions aux gens et on va avoir rapidement une vision beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche du terrain, beaucoup plus proche de la réalité qu'avec des livres. Et puis un œil neuf, et quand je dis un, ils peuvent être nombreux, des yeux neufs peuvent redécouvrir un territoire, peuvent le reformuler, peuvent le proposer à leur manière. C'est ce que font les artistes, hein, pour ne pas aller chercher très très loin. On ne demande pas forcément à un peintre ou un sculpteur ou un photographe de reproduire le monde tel qu'il est. Non, il a une vision personnelle. Eh bien, la maïeutique des territoires, par comparaison, pourrait s'apparenter un petit peu à cela. C'est une exploration sensible du territoire et c'est une capacité que nous avons, j'espère nous avons, d'accompagner un certain nombre de femmes et d'hommes d'un territoire et de leur montrer des choses que peut-être ils ne voient pas comme nous, parce qu'on y découvre non seulement un intérêt propre, mais également les manières de l'exprimer. Aujourd'hui, attendez, c'est invraisemblable, ce dont on dispose comme outil, en termes de photos, de vidéos, de machins, d'audio, d'informatique, de tout un tas de moyens, mais dont on n'avait absolument pas la moindre préscience il y a 5 ou 10 ans. Je ne parle même pas du fax que j'ai connu dans son berceau, mais aujourd'hui on a vraiment des tas de moyens de montrer, d'illustrer, de sensibiliser, d'explorer, d'attirer, de donner envie. Je pense au tourisme, je pense à tout un tas de thèmes où les territoires ont besoin aussi d'être appréciés dans tout ce qu'ils ont de mieux pour attirer, parce que par-delà l'amour que l'on porte à son territoire, il y a aussi un désir peut-être de le faire découvrir, ou un intérêt économique à le faire découvrir à travers des sites, des hôtels, enfin tout un tas de choses. Donc la maïeutique des territoires, c'est effectivement cette capacité que nous avons, nous, Territoires Expressifs, notre équipe, à accompagner nos clients à aller retourner voir leur territoire avec nous et leur dire, mais bon sang, comment avons-nous pu passer à côté de ça? Et pourquoi ne pas profiter de cette ressource? Parce que ce territoire est un capital. Et pourquoi ne pas profiter de cette ressource pour faire fructifier ce capital et montrer à quel point nous sommes bien heureux et à quel point nous souhaitons, nous sommes aussi fiers et j'ose pas dire, j'ose dire attentif à faire partager cette émotion, parce que c'est de l'émotion. Émotion par rapport, alors je ne voudrais pas rentrer dans des débats religieux, mais moi qui suis athée, une cathédrale c'est magnifique, c'est pas toutes, mais il y a un vitrail, le vitrail de la cathédrale de Strasbourg, c'est vraiment une émotion intense. Ça me fait, cette beauté me fait pleurer. D'autres n'y sont pas sensibles. Mais justement, c'est cette capacité des cartes hybrides à prendre un thème, par exemple, ça peut être la culture, ça peut être le patrimoine artistique, ça peut être le patrimoine religieux, ça peut être
plein de choses, et finalement à proposer un éventail d'émotions, sans contraindre personne à y croire, sans forcer la dose, mais dire, voilà, proposer, dire, regardez, ça, si vous l'aimez, sachez que c'est là, là. Et voilà comment ça s'est construit, voilà avec qui. Voici au passage quelques anecdotes piquantes sur le nombre de morts sur le chantier ou sur l'apparition divine qui a, le jour de l'inauguration, permis à une foule innombrable de se réunir et d'applaudir ou se recueillir. Voilà donc en fait cette ambition de ce que l'on appelle les cartes hybrides, c'est d'ouvrir. D'abord, c'est de s'ouvrir aux autres et d'ouvrir les consciences, d'ouvrir l'appétit. Oui, voilà. Sans doute, c'est une question d'appétit. Parce que j'en sais déjà un petit peu et j'aimerais en savoir davantage.